Donc là, je vais vous présenter un peu plus précisément ce qui est raconté dans ce livre, qui est issu de ma thèse, et donc qui porte, comme le sous-titre l'indique, sur les mouvements pour la justice climatique. Et donc, Renda a déjà un peu expliqué, mais c'est cette idée de lier les questions climatiques avec les questions de justice sociale, coloniale, patriarcale, etc. Et que la question climatique, c'est une énième inégalité, genre tant est-ce que c'était possible de renforcer encore des violences, bah oui, si, en fait, les personnes qui vont subir le plus les effets du dérèglement climatique, c'est aussi les personnes qui sont les moins responsables historiquement et encore aujourd'hui, pour faire très court sur la justice climatique. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de... Non, il faut que je contextualise encore un truc. Le livre, donc ça suit différents collectifs entre 2014 et 2017-2018 en Île-de-France qui luttent sur les questions de justice climatique. Et c'est vraiment un moment où ce cadrage, tel que là je viens de vous le raconter, il émerge en France. Avant, c'était très peu thématisé comme tel, et c'est notamment lié au moment de la COP21, donc le sommet Paris Climat 2015, où il y a le mouvement climat qui va se renforcer et qui va se diffuser, enfin qui va utiliser ce sommet pour se lancer, quoi, et qui va en même temps pousser ce cadrage politique qui prend le contre-pied d'un cadrage technique de la question climatique ou individualisant en mode éco-geste ou géo-ingénierie, quoi. Et donc le mouvement, il va pousser pour ce cadrage. Et dans tous ces collectifs que j'ai suivis, l'idée du livre, c'est de raconter des moments de mobilisation et comment les mouvements se saisissent de questions qui leur sont adressées, qui se posent aussi en interne. Et la première, c'est quel est le bon moyen pour se mobiliser face au dérèglement climatique. Et la deuxième, qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la question du sujet politique de la lutte contre le dérèglement climatique. Et cette question du sujet politique, elle arrive vraiment avec ce cadrage de la justice climatique, et c'est un peu la question de avec qui ou sans qui le mouvement ne peut plus faire. Et en creux, c'est la critique d'un mouvement majoritairement blanc et de classe moyenne supérieure en France hexagonale. Et du coup, c'est une critique qui est à la fois adressée aux mouvements environnementaux, et des fois aussi pour les décrédibiliser, ce qui pose problème. Mais c'est aussi une question qui se pose en interne dans les collectifs. Évidemment, les gens n'ont pas attendu que Trucmuche leur apprenne que leur milieu était très blanc pour s'en rendre compte et essayer de travailler sur ces questions. Et du coup, l'idée, c'est de raconter des moments d'organisation militante de collectifs qui prennent à bras-le-corps ces questions et quelles réponses elles y apportent. Et l'idée, c'est de pas du tout répondre à ces questions. Enfin, ni Renda ni moi, on va répondre à quoi que ce soit sur qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense qu'il y a une phrase de Donna Haraway, qui est une philosophe états-unienne que j'aime beaucoup, qui dit aucune réponse ne fera que personne ne se sentira bien pour longtemps. Et je pense qu'on est là quand on se pose ces questions-là. Et du coup, l'idée, justement, plutôt que d'être dans des postures de genre de chercheurs, notamment, ou qui diraient « moi j'ai la réponse » ou « moi j'ai l'analyse critique qui permettrait de dire la vraie vérité sur ce que font mal les gens », l'idée, c'est plutôt de raconter ce qui se passe dans les mouvements, ce qui se tente, ce qui rate, ce qui est réessayé, et un peu comme ça dans la pratique politique, et de se donner à la fois pour transmettre ces histoires et à la fois pour se donner de la matière à réflexion. Voilà, donc du coup, tout ça pour vous dire que je vais me centrer principalement sur un récit du livre qui porte sur notamment ce collectif, mais pas que. Et c'est un chapitre qui s'appelle Toxic Tour Detox 93 et compagnie, entrevoir la justice climatique, chercher les communautés impactées. Et donc, on se remet en 2014, donc c'était il y a plus de 10 ans maintenant. On est un an avant la COP21, et des militants français se posent la question de comment ils vont organiser les mobilisations
autour de la COP, en gros. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en septembre 2014, il y a eu une marche très importante qui s'appelle la People Climate March, qui a eu lieu à New York et qui était organisée à l'occasion d'un truc appelé par l'ONU en prévision de la COP21, un an avant. Et les mouvements nord-américains organisent une très grande marche dont là on peut voir la tête de la marche et qui a la particularité d'être organisée selon une scénographie particulière. C'est-à-dire qu'il y a différents blocs qui se succèdent. Et le premier, là celui qu'on peut voir, c'est Front Line of Crisis for Front of Change. Donc en français, première ligne de la crise, première ligne du changement. Et suivent le chapitre nous avons les solutions, nous savons qui sont les responsables, etc. Il y en a 6 en tout, je ne vous les fais pas tous, mais l'idée c'est de raconter l'histoire de la justice climatique dans l'organisation de la marche même et de donner du pouvoir politique, et pas que de la visibilité, vraiment du pouvoir politique aux personnes qui sont invisibilisées, qui ont peu la place sur ces questions climatiques, qui sont les personnes racisées, les jeunes de quartiers populaires et les personnes indigènes, etc. Et que ce soit ces personnes-là qui leadent, au sens propre comme au sens figuré, le mouvement à ce moment-là. Et donc, du coup, comme l'expliquait Renda, cette marche, elle s'appuie aussi sur des décennies de traditions politiques, de justice environnementale qui sont propres à l'Amérique du Nord, etc. Enfin, ça ne sort pas non plus de nulle part, quoi. Il y a toute une tradition politique. Et donc, cette marche, elle va être... c'est une façon de résumer un peu l'histoire, mais quand même, elle va marquer pas mal de militants, notamment des militants qui sont impliqués dans l'organisation des mobilisations en France, et ça va leur poser des questions. Donc, qui sont les premiers impactés en France? C'est quoi les inégalités environnementales en France? C'est quoi les inégalités climatiques, etc., etc. Et du coup, il y a différents collectifs qui vont essayer de travailler à partir de ces questions. Donc, on revient sur le Toxic Tour. Donc, un des premiers collectifs, une des premières réponses qui est apportée, c'est de problématiser la question des inégalités environnementales depuis le territoire de l'Île-de-France. Et en gros, on dit le sommet Paris-Climat, mais en fait, le sommet de la COP21, il a lieu au Bourget, il a lieu dans le 93, et c'est un territoire qui est l'un des plus pauvres et aussi l'un des plus pollués de France. Ce n'est pas un hasard. Et du coup, il y a des habitants du 93, tous les membres du collectif Toxic Tour Détox 93 habitent la Seine-Saint-Denis, décident d'organiser des visites guidées de lieux de pollution et de dérèglement du climat, du coup, pour faire un peu émerger ce cadrage d'inégalité environnementale qui existe très peu encore en France à ce moment-là. Et les Toxic Tours, c'est pas du tout eux qui inventent le mode de mobilisation des Toxic Tours, c'est quelque chose qui vient des mouvements pour la justice environnementale et qui a déjà été utilisé. Enfin, vraiment, ils ne font que traduire et essayer de réinventer depuis là où ils sont une tradition politique qui existe déjà. Et donc, ce collectif, il va commencer à organiser des visites guidées à partir de l'hiver 2014. Et donc, là, le premier, c'était autour de l'autoroute A1 qui traverse Saint-Denis. Et l'idée, c'est d'aller ensemble faire l'expérience sensible de c'est quoi ces lieux, c'est quoi ces infrastructures, en donnant la parole. Et les marches sont organisées en fait par ces collectifs-là à des habitants en lutte contre ces infrastructures et pour qu'elles puissent partager leur expertise, leur témoignage, leur savoir sur ces lieux près desquels ils habitent. Donc il y a eu l'autoroute A1, les data centers de la Courneuve, donc la Courneuve qui est collée quasiment à Paris, où il y a énormément de data centers, l'aéroport du Bourget, qui est un aéroport d'affaires. Il y a 2 aéroports en Seine-Saint-Denis. Moi, je ne sais plus le nom de l'autre, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bon, voilà. Et du coup... Comment ? Ouais, Charles de Gaulle ou l'autre. Enfin, je sais pas. Mais donc, du coup...
L'idée, c'est de dire la question du climat, c'est pas une question de suraccumulation de particules de CO2 comme ça dans un temps lointain et quelque chose d'abstrait. C'est une urgence de santé et sociale dès aujourd'hui. Et la COP 21 et les négociations sur le climat, elles ne peuvent pas se faire sans prendre en compte les conditions de vie des gens qui vivent sur le territoire qui vont accueillir le sommet. Et pour alimenter un peu ce travail, il y a des petits, je ne trouve pas le mot, mais en gros, il y a des exemples qui vont permettre aussi au collectif de matérialiser cette idée d'inégalité environnementale qui existera en Seine-Saint-Denis. C'est par exemple que le taux de pollution le plus élevé en Île-de-France, il est mesuré en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, à côté de la Porte de Paris, qu'en 2003, pendant la canicule, la Seine-Saint-Denis est le deuxième département le plus touché dans la mortalité, etc. Donc voilà, du coup, le collectif Toxic Tour, il organise des marches. Voilà, ça c'est une photo de la première marche avec la personne qui parle. C'est un membre du collectif Lamaze qui est du coup un quartier qui est juste à côté de la sortie de la bretelle d'autoroute et qui lutte pour qu'il y ait au moins une signalétique en fait, plus appropriée parce que c'est hyper dangereux et le quartier en fait, est coupé en deux par cette bretelle d'autoroute. Donc voilà. Donc, il y a l'idée de problématiser les questions d'inégalité environnementale et climatique et en fait ça remporte un franc succès, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui viennent à ces balades. Et le Toxic Tour est pas mal relayé par les membres de la coalition Climat 21, qui est donc la grande coalition qui organise les mobilisations, parce que ça recoupe aussi des chantiers que s'est donné la coalition Climat 21, qui sont d'élargir la mobilisation et s'appuyer sur les victimes et les personnes en lutte sur le terrain. Et donc, en même temps que les Toxic Tours vont susciter beaucoup d'intérêt, ils vont aussi être rapidement pas mal critiqués par des personnes qui vont dire « Ah, de toute manière, c'est que des personnes blanches qui viennent à ces marches, il n'y a que des bobos parisiens de toute manière qui y vont, etc. » Et du coup, le Toxic Tour qui essaie de qui est au début de quelque chose et qui essaie juste de proposer un cadrage et quelque chose et de construire une mobilisation se fait très vite. En même temps, il y a une espèce de truc survalorisation et en même temps des valorisations très fortes. Et du coup, le Toxic Tour se retrouve un peu à cet endroit-là. Bon, j'en parle plus dans le livre, mais ça, c'était pour vous donner un premier exemple de choses qui sont faites à ce moment-là pour essayer de problématiser les questions d'égalité environnementale. J'essaie de faire plus vite, ça va. Ok. Une deuxième réponse qui est apportée par les militantes climat en 2015, c'est pour mobiliser du coup les premiers concernés en France, en Île-de-France, c'est de partir des luttes qui se mènent déjà dans les quartiers. Et je cite un militant. Et du coup, l'idée, c'est que plutôt que de partir des enjeux environnementaux et climatiques qui, a priori, suscitent peu ou pas d'intérêt, alors que, bon, en vrai, personne ne s'est laissé le temps de faire quoi que ce soit, mais bon, quand même, il y a cette idée qui est posée. On va essayer de mobiliser dans les quartiers populaires en allant voir, en fait, les militants des quartiers populaires et en proposant des espaces de rencontre. Voilà. Et une des choses qui est faite, notamment, et c'est une volonté politique hyper forte qui permet ça, c'est de créer un poste au sein de la coalition Climat 21 qui va être chargé de la mobilisation en Île-de-France et qui, en fait, va être chargé de travailler les questions de écologie, blanchité, antiracisme du mouvement francilien et de voir qu'est-ce qu'on peut faire en vue de la mobilisation autour de la COP 21 pour quand même sortir de cette espèce de non-prise en compte de ces territoires et de non-dialogue entre ces militants. Et donc, plusieurs personnes vont organiser une espèce de tournée avec les gens de It Takes Roots. Donc Geneviève nous a ramené son bonnet, voilà, on est hyper heureux. Et donc It Takes Roots, c'est une délégation de
différentes coalitions nord-américaines. Dedans, on trouve Global Justice Alliance, Indigenous Environmental Network, Rights to the City. Enfin, c'est différentes organisations qui travaillent sur les questions de justice environnementale et justice climatique et qui défendent un cadrage commun qui est protégeons nos terres, notre eau, nos habitats et nos corps. Moi, je trouve ça, voilà, ça pose un peu les choses ensemble, quoi. Et cette délégation va venir plusieurs fois en Île-de-France, en amont de la COP21 aussi. Et du coup, il va y avoir une tournée qui va être organisée avec ces militants qui sont du coup des militants noirs, latinos, indigènes, pour rencontrer des militants de quartier en Île-de-France et qu'il y ait une transmission, une rencontre sur les luttes de part et d'autre de l'Atlantique. Et donc, il va y avoir des rencontres avec des collectifs en lutte contre les violences policières, comme des associations qui font du soutien scolaire dans un quartier populaire, quoi. Et de là va naître un appel à se rassembler en tant qu'habitants de banlieue dans la marche du 29 novembre, donc au début de la COP21. Et sauf que bon, cette marche n'aura pas lieu parce qu'il y a le 13 novembre et l'état d'urgence qui va interdire tout rassemblement. Mais du coup, il y a ce moment de rencontre hyper important, et je ne sais pas si Renda en parlera, mais c'est quelque chose qui a quand même marqué durablement plein de personnes, ces rencontres, et qui a vraiment permis de décaler en fait la posture de laquelle les militants blancs avaient du mal à se défaire, de reproduire, enfin, un peu ce problème qui existe par ailleurs dans le mouvement environnemental de personnes blanches qui vont aller expliquer à des habitants de quartiers populaires comment il faut qu'ils trient leurs déchets pour bien faire l'écologie, et qui revient en fait à jouer des postures coloniales en fait de moi j'ai la vérité et je viens t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses parce que tu n'as rien compris à l'écologie. Et du coup, évidemment qu'il y a une méfiance à l'encontre des militants écolos dans plein d'endroits, parce que c'est aussi le discours environnemental mainstream qui peut reproduire ça. Et du coup, là, ça permettait de décaler complètement et de partir d'histoires de lutte et de points de rencontre. Et c'est à ce moment-là, moi, par exemple, que j'ai appris l'existence des principes pour la justice environnementale, dont on parlait tout à l'heure, parce qu'en fait, je ne savais même pas que ça existait. Et du coup, c'est des militants qui viennent rapporter leur histoire. Wow. Et je vais essayer de finir rapidement, mais bon, même si la marche du 29 novembre n'aura pas lieu, il y a eu l'idée des animateurs, des militants de la coalition Climat 21 de reproduire exactement la scénographie de la marche de New York que je vous ai présentée précédemment, et donc de commencer la marche par les premiers impactés en Île-de-France, en France en fait. C'est les premiers impactés des Nord et des Sud, mais que ce soit eux qui ouvrent la marche qui ouvrirait elle-même la COP21. Enfin, contre. Bon, c'est pas ça. Et du coup, il y a eu plein de débats et de controverses au sein des gens qui animaient cet espace-là, qui étaient hyper intéressants, entre des personnes qui étaient très rétives à l'idée que des militants luttant contre les violences policières, dont le discours politique était plutôt axé autour de ça, prennent la place et la tête de la marche en disant est-ce que la question climatique, elle ne va pas passer à la trappe. Enfin, voilà, il y a eu plein de débats au sein du mouvement climat, mais ça a été un moment de politisation hyper important. Et avec aussi cette ambivalence du coup de comment on tient ensemble cette espèce de mouvement avec les toutes concernées, mais pas de la même façon, et comment on fait ce mouvement en laissant une place spécifique aux premiers concernés, mais sans non plus jeter par la fenêtre tous les autres, quoi. Et c'était un peu ça, la façon dont les militants essaient de s'emparer du truc. C'est mieux raconté dans le récit, mais j'essaie de faire plus vite. Et pour finir, juste, il y a deux choses, j'ai l'impression, qui ont été apprises au sein du mouvement climat français à ce moment-là. La première chose, c'est qu'il faut du temps pour construire un mouvement. Les gens de It Takes Roots, quand ils arrivent, ils disent qu'ils font quand ils organisent et qu'ils essaient d'imaginer la vision qu'ils veulent pour leur mouvement, ils se projettent sur 10 ans, pas sur 6 mois. Enfin, c'est évidemment pas comme ça qu'on peut construire quelque chose. Et avec des objectifs intermédiaires, de moyen terme, de long terme, etc.
Et comment, du coup, on se donne ce temps et aussi les moyens financiers. Enfin là, le fait que pendant la COP21, il y ait des gens qui étaient salariés spécifiquement sur ces questions-là, ça fait qu'évidemment, du coup, il y a beaucoup plus de travail qui est fait. Et ça change tout, en fait. Voilà, donc le temps et les moyens. Et là, un deuxième grand apprentissage, et Renda, tu reviendras aussi là-dessus, sur l'impossibilité de traduire littéralement en fait, ce qui se passe en Amérique du Nord en France et la tendance qu'on a pu avoir au sein du mouvement climat à un peu idéaliser ces luttes qui étaient tellement puissantes, tellement fortes et à vouloir reproduire quelque chose de similaire. Sans oublier, en vrai, tout le monde le savait que les contextes politiques et sociaux n'étaient pas les mêmes, mais avec les limites que ça pose et du coup, avec comment ça a pu cristalliser l'attention sur les habitants de quartiers populaires et l'envie de répliquer un peu ce mouvement de la justice environnementale qui est très urbain aussi. Mais avec le problème qu'on passe de l'invisibilisation à la fascination, et en fait c'est la même médaille, c'est la même chose de pas considérer une réalité ou la fantasmer et ne pas laisser à la possibilité de l'autre d'articuler un vrai discours complexe sans qu'on projette sur lui le militant qui doit être. Et donc du coup, il y a une espèce de balancement comme ça et d'apprentissage à faire. J'essaie d'aller vite. Et aussi des choses qui maintenant semblent peut-être évidentes, notamment après le travail de Malcolm Ferdinand, mais genre en fait, on n'avait pas pensé au dom-tom, quoi. Enfin, c'est quand même ouf. Enfin, genre le territoire français, il n'est pas que hexagonal. Enfin voilà, je vous fais pas un dessin. Il y a des territoires qui subissent les inégalités climatiques de plein fouet, qui ont une histoire de racisme environnemental hyper forte. Et enfin, je dis pas que personne n'y avait pensé, mais c'était pas une des choses qui avait été le plus soutenue et mis en avant à ce moment-là. Aussi parce que peut-être qu'il n'y avait pas d'organisation qui était connue comme telle à l'époque, mais je pense qu'il n'y avait vraiment juste pas de travail politique qui avait été fait sur ces questions. Et après, il y a des militants, notamment suite au mouvement des Gilets jaunes, mais pas que, qui ont aussi dit qu'il y avait une tendance que la focalisation sur la question raciale avait pu aussi mettre de côté la question de la classe et la focalisation sur les mouvements pour la justice environnementale. Et ça, c'est une militante qui s'appelle Noura El-Wardi qui a écrit un rapport pour une organisation pour comment renforcer le mouvement pour la justice climatique en France, où elle dit que c'est aussi hyper important de travailler avec les traditions politiques qui sont propres à la France hexagonale, et notamment le mouvement syndical, le mouvement paysan, les luttes de territoire, et que c'est aussi comme ça qu'on renforcera la justice climatique, et que évidemment ça ne veut pas dire passer à la trappe la question raciale, mais comment du coup on prend toute cette complexité ensemble pour construire quelque chose.